Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au pouvoir depuis une trentaine d'années, Idriss Déby Itno faisait partie des plus anciens chefs d'État du continent. Au fil de ces années de pouvoir, il était perçu, à tort ou à raison, comme un pion essentiel sur l'échiquier africain. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme notamment, il intervenait personnellement ou par son armée, jugée l'une des plus aguerries du continent africain. Le Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso ont eu recours à l'ex-homme fort de N'Djamena pour réussir un tant soit peu à barrer la route au terrorisme. Quelle influence son décès pourrait avoir sur la stabilité au Tchad ou dans la région? Angle de vue se propose d'en parler aujourd'hui. Bonjour à chacun et tous et merci de nous préférer. Tchad, décès de Idriss Déby Itno, quelles conséquences politiques et sécuritaires dans la région? On revient juste après l'intermède. Avec nous aujourd'hui, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Lamine Cissé, Idriss Déby Itno, qui donc passe de vie à trépas, c'était inattendu déjà. Qu'est-ce que vous pensez des conditions qui ont entouré la mort de l'ancien président? Oui, vous savez, quand la mort vient, ça vient par quelque chose. Soit on est malade, on meurt, soit c'est un accident, soit il est mort de la manière, n'est-ce pas, qui n'est pas la manière, je dirais que c'est la manière la plus naturelle. D'autant plus que c'est un rebelle, un guerrier, qui a l'habitude d'aller au front. Et quand il meurt au front, vous savez, dans le social culturel tchadien, c'est un héros. C'est quelqu'un qui honore sa famille, etc., etc. Mais c'était inattendu, la mort est toujours... On s'attendait aux morts, on s'attendait à la mort quand on est malade, on dit il est malade, il est sur son hôpital, il n'y a pas d'espoir. Mais lui, c'est une mort brutale, parce qu'il vient d'être élu président de la République. Celui qui est allé aux élections, lui-même, il ne s'attendait pas à mourir à cette période-là. Donc cela a été très, très ressenti, parce qu'on ne s'attendait pas, on s'attendait à Idriss Déby qui va prêter serment. Il était d'ailleurs en Afrique, chez Sassou Nguesso. Tout à fait. Lors de sa prestation. Au Congo-Brazzaville. Ouais, il paraît qu'il était vedette là-bas. Il a été très bien applaudi. Il a été aussi pour l'installation de Bazoum au Niger. Il a été également un héros. Vu le rôle fondamental qu'il joue en Afrique, son armée. Donc, je dirais, il est mort, parce que moi, je m'en tiens aux informations officielles. Parce que les sources réseau, qui n'a pas quelque chose d'officiel, moi, je ne m'en tiens pas à cela. De toutes les façons, quelque part, il y a une rébellion qui revendique, dire que c'est nous. C'est nous qui l'avons tué. Donc, je pense qu'il est mort les armes à la main. Il est mort pour la défense du territoire tchadien. C'est pourquoi la manière dont il est mort, ça a été brutal, mais tu vois, ça va bouleverser les enjeux géopolitiques et géostratégiques. C'est ça que nous... Maintenant, je m'incline devant sa mémoire, puisque moi, je le considère comme un combattant pour la cause africaine, d'une manière générale. Patrick Armand-Poyon, c'est vrai qu'il y a, comme qui dirait, certains estiment qu'il y a un mystère qui entoure donc son décès. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il ne serait pas mort au front. Déjà, votre lecture des conditions du décès d'Idriss Déby Itno? D'abord, je voudrais dire que
Monsieur Lamine estime que la mort est une chose naturelle. Moi, mon métier de coach ne me permet pas de l'avouer parce que c'est vrai, lors des enterrements, on attend souvent Dieu a donné, Dieu a repris. On entend c'est normal, tout le monde va mourir. Bon, moi, je ne sais pas si je vais mourir, je ne sais pas. Pour le moment, je vis et je vis pour bien longtemps. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de vivre pour bien longtemps encore. Cela étant, je voudrais aussi dire que la mort d'Idriss Déby est un mystère, comme sa vie est un mystère. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Sinon, en réalité, si Idriss Déby est mort exactement tel qu'on a voulu le dire dans le discours officiel, on aurait pu nous documenter ça depuis. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas exactement ce qui a été dit. Il y a autre chose. Et quand M. Lamine dit a raison que dans le social tchadien, mourir au front est un héros. Bon, est-ce qu'on n'a pas voulu le faire un héros parce qu'on veut qu'il soit mort au front? Alors qu'il est déjà un héros, qu'il soit mort au front ou pas, Idriss Déby est quand même un grand. Donc, on n'a pas besoin de mensonges. Et ça rejoint... Patrick Armand-Pouillon sur leur profil pour pouvoir être quelqu'un. Non, nous sommes naturellement quelqu'un de bon et grand. Nous n'avons pas besoin de mentir. Qui nous sommes est déjà important pour qu'on n'ait pas à ajouter quoi que ce soit. Donc voilà par rapport à la question, ce que je peux dire. Et dire que bon, le roi est mort, vive le roi. Nous saluons sa famille, nous saluons sa nation pour tout ce que lui et le Tchad ont eu à apporter dans la sécurité dans la sous-région. Mais Idriss Déby n'est plus. Il va falloir qu'on construise sans lui. Construit sans lui, Lamine Cissé, c'est son fils, Mamad Déby, qui prend donc la succession. Déjà, votre analyse sur... beaucoup estiment que c'est un royaume, le fils qui succède à son père. Est-ce que, selon vous, il y a coup d'État constitutionnel au Tchad? Oui, d'accord, j'y reviens, mais c'est pour dire à mon ami que la mort, elle est naturelle. Hein? La mort, parce qu'on n'était pas vie. Dans la préséance, on ne savait pas où nous étions. Nous sommes des anciens spermatozoïdes et de futurs cadavres. Personne ne sait à quel temps t'es. C'est-à-dire que chacun a sa destinée. Nous avons la même destinée. Venir de la manière dont on vient, grandir, vieillir, mourir. Ça, là, c'est le destin commun. Maintenant, comment chacun va mourir, personne ne peut le déterminer dans la vie. C'est pourquoi on se met à la prière pour dire je veux vivre longtemps, je veux, etc. Donc, Patrick Armand-Pouillon, la vie est naturelle, la mort aussi, elle est naturelle. On a fait un drame parce qu'on disparaît, on n'existe pas. Mais c'est tout à fait naturel parce qu'il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. C'est une dualité qui se valent. C'est une dualité qui se valent. Alors, je voudrais tout simplement dire que ce qui gêne, effectivement, c'est le fait que, oui, le fils prenne la place. C'est ce qui gêne. Ça gêne d'autant plus que si on me dit dans l'armée, il y a quelqu'un d'autre qui est mis là à sa place, mais quand on dit c'est Itno qui est à sa place toujours, c'est gênant. Alors, je comprends le Tchadien. Peut-être que je suis Tchadien, je vais dire non, c'est de trop, quoi. 30 ans après, c'est son fils. Et si je suis Tchadien, je dirais, est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir continuer une dynastie, hein? Ou bien vouloir continuer. Mais la situation du Tchad le recommande. Parce que, d'après mes investigations, il y a une gouvernance ethnique au Tchad. Hein? Il y a une gouvernance ethnique. Il paraît que des endroits les plus clés sont gouvernés par l'ethnie du chef de l'État. C'est ce que j'ai appris. Il y a des frustrations à ce niveau-là. Et si en plus le fils vient prendre le pays, les gens vont dire c'est la continuation d'une dynastie. C'est tout à fait normal et c'est humain. Maintenant, quand on voit le contexte, à qui donner aujourd'hui le Tchad pour qu'il puisse instaurer la stabilité et la cohésion? Au sein de l'armée même, vous donnez à quelqu'un qui n'est pas le fils de Idriss Déby, est-ce que ça ne va pas créer une division au sein de l'armée elle-même? Ça pose énormément de problèmes. Alors donc, moi je crois que dans le contexte actuel, moi je considère que le Tchad est en guerre.
Le Tchad est en guerre, d'autant plus que un maillon essentiel de la stabilité politique nationale, sur le plan sécuritaire, je dis, un maillon essentiel de la stabilité de la sous-région est parti brutalement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà faire confiance à cette armée-là, si cette armée pour rétablir l'ordre sur le plan national et essayer de... Parce qu'ils ont pris un engagement clair, 18 mois ils vont donner. Maintenant, moi si j'étais tchadien, je vais dire que non, ils sont en train de nous tromper. Mais pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses. Parce qu'on ne peut pas aller dans l'ordre constitutionnel, dans le cas présent du Tchad. Patrick Armand-Poyon, beaucoup parlent de dynastie. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, que le fils puisse succéder à son père dans le contexte actuel au Tchad? En fait, vous savez, c'est les intellectuels qui vont vous parler de dynastie. Et c'est d'ailleurs la démarche dans laquelle M. Lamine s'inscrit lorsqu'il dit que la mort et la vie sont une dualité irréversible. Il devait ajouter à ce niveau de mes connaissances, au niveau actuel de mes connaissances. S'il avait ajouté ça, on serait d'accord. Vous allez voir plein d'intellectuels qui vont vous dire 2 fois 2 serait toujours égal à 4. Mais ils oublient que c'est seulement dans une base de mathématiques. C'est même pas dans les mathématiques. Et maintenant, quand M. Lamine dit que la mort et la vie sont une dualité naturelle, lorsque vous allez le pousser à bout, il va vous dire que c'est dans la religion musulmane. Vous voyez, il va commencer par chercher des excuses dans c'est-à-dire une partie de la connaissance. Et donc, c'est la même chose. Quand on dit dynastie, père ou fille, ça, tout ça, en Allemagne, la même personne vient de faire, je ne sais pas combien près de 6 à 7 mandats. Et ça passe, c'est normal. Mais il suffit qu'en Afrique, on ait quelqu'un qui fait 3, 4 mandats, il y a problème. Il y a problème pour 3e mandat en Côte d'Ivoire. Il y a problème pour 3e mandat en Guinée. C'est contextuel. Donc, on ne doit pas généraliser les choses. Ce n'est pas parce que mon père a été arbitre que je n'ai pas le droit d'être arbitre. Ce n'est pas parce que mon père a été ceci que je n'ai pas le droit. Ça, je l'ai toujours dit. Dans le cas du Tchad, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? S'ils ont fait le bon choix, l'avenir va nous dire. Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? C'est ça. Maintenant, on reste dans les théories, oui, il faut démocratie, le fils ne peut pas prendre, il faut un autre. Maintenant, si on prend un autre et ça chavire, et il y a des milliers de morts, celui qui a dit de prendre un autre, viendra-t-il assumer? Moi, je constate simplement que Idriss Déby, un homme de la trempe d'Idriss Déby est décédé et que le pays est stable. Je constate qu'un homme de la trempe d'Idriss Déby est décédé et les rebelles n'en profitent pas pour descendre sur N'Djamena. Je constate qu'un homme de la trempe d'Idriss Déby est décédé et aucune puissance mondiale ne condamne son fils qui a pris le pouvoir. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. C'est vous dire, il se passe quelque chose au Tchad qui va être documenté dans les mois à venir. Monsieur Lamine a dit, ils ont dit 18 mois, je l'informe. Ils ont dit 18 mois qu'on peut repousser en une fois. Ça veut dire qu'à la fin des 18 mois, on peut dire encore... Il y aura forcément bonus. On peut dire encore 3 ans. Bref, le plus important aujourd'hui n'est pas de dire est-ce que c'est comme ça. Encore qu'ils ont été tellement professionnels. D'abord, première chose, ils ont fait dire à celui qui doit prendre qui ne veut pas. Celui qui, constitutionnel, doit prendre le pouvoir dit je ne veux pas. Et la Constitution ne dit pas ce qu'on doit faire après lui. Donc, d'office, nous sommes dans un vide constitutionnel. Ensuite, en 24 heures, ils ont sorti la charte de la transition. C'est-à-dire, les amis, il y a une organisation en place. Il y a une démarche en place. Il y a une discipline en place. Et ça, moi, je respecte ça. Maintenant, s'ils font des erreurs, ils vont payer. Et nous avons une situation qui n'est ni avantageuse pour le régime, ni avantageuse pour l'opposition. Ils sont obligés de se parler. Et c'est ça le plus important. Et je vous avais appris que le président Macron va aux funérailles du président Idriss Déby. C'est faux. Le président Macron va là-bas pour s'assurer de ce qui est fait, discuter avec éventuellement l'opposition, la société civile, pour trouver les voies et moyens pour que le peuple tchadien puisse s'entendre afin qu'il y ait stabilité. Bref, le roi est mort, mais ça risque d'être une opportunité pour le Tchad de pouvoir rebondir sur un bon pied. C'est ça.
Bon, je crois que il a fait une très bonne analyse, c'est vrai. J'ai entendu par ailleurs que le chef rebelle Mahdi Mohamed Ali, j'ai entendu dire qu'ils attendent après son enterrement pour continuer les hostilités. Mais ça peut se faire qu'avec la bénédiction peut-être de la France. Parce que cette situation-là, de 64 à 65, à partir de 64-65 jusqu'à nos jours, le Tchad est victime de rébellions. Et souvent, c'est le président, c'est la France qui met son nom là-bas et c'est lui-même qui efface son nom. À commencer par, nous allons, Ibrahima, comment il s'appelle? Ibrahima Abachi. Ça a commencé par lui. Il y a le docteur Abbas Sidik, en passant par Hissène Habré, Goukouni Wede, Ahmed Assil, ok? Et jusqu'à Idriss Déby. Tous ces hommes-là ont été placés par la France, par la bénédiction de la France. Idriss Déby, comment dire, Hissène Habré, vous savez qu'il a été chassé par la France. C'est avec la complicité de la Libye. La Libye a armé Idriss Déby. Et le Soudan de Gafar Nimeri a donné la base arrière. La base arrière pour attaquer. Pour attaquer et installer Idriss Déby. Aujourd'hui, je pense que il y a une incompréhension entre Idriss Déby et la France. Hein. Ça, moi, je l'ai senti il y a ces quelques 2 années passées là. Je l'ai senti dans les relations Tchad et France. Vous savez, à un moment donné, on dirait que on avait dit qu'on avait trouvé les militaires français qui rôdaient autour du palais présidentiel. Tout à fait. Il y aurait même eu des échanges de tirs où des soldats français ont été blessés. Tu as compris ça? Parce que les enjeux géostratégiques, on te dit fais ça, tu ne le fais pas. Et Idriss Déby s'est érigé en champion contre le djihadisme. Non seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale. Donc il a joué un rôle fondamental. Il le fait sans appui, réellement. Alors moi, je pense qu'il y a un relâchement. Parce que ce monsieur-là, monsieur Ali, là, il est le protégé de Gafar, du général, du maréchal, puisqu'il y a 2 maréchals maintenant. Il y a maréchal Idriss Déby, il y a maréchal Haftar de la Libye. Donc, c'est un protégé du chef de la rébellion, qui est de nationalité française, qui réside en France. C'est quand, avec l'événement de la Libye, qu'il est venu soutenir pour combattre le président que les multinationales ont mis à Tripoli. Donc, il a eu la grâce à Haftar. Mais il paraît qu'il s'entend bien avec la France également. C'est eux qui l'ont, avec la bénédiction du Qatar, je crois, hein, c'est le Qatar, avec son soutien également. Parce que tout le matériel qu'ils ont là, quand tu regardes, c'est-à-dire que des pick-up flambant neufs, il paraît qu'il y a plus de 800. Des tonnes mais c'est pas possible. Ils sont venus avec une force inouïe. OK? Donc, moi, je me pose la question, juste, est-ce qu'à un temps T, cette relation sacro-sainte entre la France et Idriss Déby n'est pas brisée? Parce que Idriss Déby a attaqué le franc CFA également. À un moment donné, il dit qu'il faut changer le CFA. Il n'était pas d'accord, il a fait une communication là-dessus. Il faut que nous nous libérions de ce franc CFA-là, à un moment donné. Donc, je crois que les relations se sont effritées à un moment donné. Sinon, la même France qui charcutait les colonnes rebelles, les colonnes rebelles, cette même France a croisé les bras. Je n'ai rien compris. Par rapport à cette thématique-là, Patrick Armand-Poyon, il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau en France, il y a beaucoup d'opposition à la politique française en Afrique. Jean-Luc Mélenchon ne rate aucune occasion de critiquer durement le président Emmanuel Macron sur sa politique africaine. Il a d'ailleurs appelé à ce qu'il ne se mêle pas de ce conflit-là entre Tchadiens. Est-ce que cela n'a pas, on va dire, quelque peu crispé la réactivité française qui, on le rappelle, a plusieurs fois permis à Idriss Déby de se maintenir au pouvoir? On sait qu'il y avait plusieurs colonnes rebelles qui étaient parfois même aux portes
soit de N'Djamena ou du palais présidentiel, mais qu'à chaque fois la France était intervenue pour sauver la mise à Idriss Déby Itno? Oui, en réalité, vous savez ce que M. Lamine vient de dire, confirme ce que je disais dès le départ. La mort de Idriss Déby est un mystère. Parce qu'il vient de dire qu'il y a quelques mois, et je suis d'accord, il y avait les Français qu'on a trouvés plusieurs fois en train de rôder autour de la présidence du Tchad, autour de surveiller la présidence du Tchad. Donc, tout ça là ajoute au mystère de est-il vraiment mort au front, tué par des rebelles, ou mort à N'Djamena, tué avec la complicité de la France. Tout ça là, c'est des éléments. Et donc, vous comprenez que si on ne comprend pas ça, et on reste dans la logique de, bon, le fils ne doit pas succéder au père, sans oublier que le Tchad, vous voyez, tout ce que M. Lamine a dit, les positions de Idriss Déby, qui sont des positions d'un homme d'État et non d'un homme qui suit la France. La France l'a déclaré ami de la France et partenaire, mais c'est un monsieur qui a le libre arbitre, qui pense et dit ce qu'il veut. On aurait mis Idriss Déby comme roi du Tchad, qu'aujourd'hui, personne ne reprocherait rien à Idriss Déby. Mais vous savez, il a grandi dans un environnement où leur affaire d'État version européenne n'est pas la version dans la tête d'Idriss Déby et même dans la tête de son ethnie. Il se croit dans un royaume. Il se croit dans un royaume avec les artifices d'une république. Et donc, je crois que la France va là-bas, et le président français va là-bas pour mettre un peu d'ordre et tout ça. Il ira avec toute la batterie. Vous allez voir ministre des Affaires étrangères, vous allez voir ministre de la Défense, vous allez voir ministre de l'Intérieur, vous allez voir tout, la batterie. C'est-à-dire les Français seront nombreux là-bas. S'il y a un attentat là-bas lors de l'enterrement, il n'y aura plus de dirigeants français. Ils seront tous là-bas parce qu'ils ont une opportunité qu'ils veulent saisir pour maintenant avoir un bras plus discipliné dans la sous-région. Et c'est là que le nouveau régime ne doit pas tomber dans le piège de braquer le peuple, de braquer les opposants. Il faut s'associer le peuple, il faut s'associer les opposants afin d'avoir la possibilité à tout moment de dire niet à un dictat français. Rappelez-vous que sur cette émission, une émission qui est très suivie malgré ce que les gens pensent, lors de cette émission, je vous ai dit que la Turquie a comment on appelle, les Syriens comme bras armés qu'ils envoient pour faire la guerre pour leur compte. Comment on appelle, la Russie a le groupe Wagner. La France n'en a pas et a toujours voulu avoir les Tchadiens comme bras armés. Et nous avons dit ça sur ce plateau. Et nous avons dit que tant que la France n'a pas réglé ça, ils seront un géant à pied d'argile. Parce qu'il y a des choses que l'armée française ne peut pas faire. Donc, cette opportunité, la France va tout faire pour se la jouer afin que là où ils ne veulent pas aller faire certaines choses pour ne pas salir la main, ils puissent envoyer l'armée tchadienne. Et donc, pourquoi le général et le nouveau Déby, le nouveau président de Tchad, Mahamat, doit faire en sorte que de ne pas tomber dans le piège d'avoir un pouvoir solitaire, débarrasser de l'opposition, débarrasser de la société civile, débarrasser du peuple, parce que dans ces conditions, le jour où il dira non, ils vont encore faire venir une colonne du Soudan pour pouvoir le déraciner. Alors aujourd'hui, Mahamat Déby est dans une position, on va dire, qui n'est pas assez ferme. L'opposition appelle donc à ce que le coup d'État cesse. La société civile également. On a suivi Success Masra, le jeune opposant reçu il y a quelques semaines par le président Idriss Déby, qui disait « Je suis allé lui dire d'éviter de mourir. Je suis allé lui dire de quitter les fonctions, d'avoir une vie après le pouvoir. Il ne m'a pas entendu. Aujourd'hui, il est mort. » Et son fils, qui est plus jeune que moi, on m'a déclaré inéligible. À mon âge, son fils est plus jeune que moi. Aujourd'hui, son fils est chef d'État. On a l'impression que, aussi bien la société civile que l'opposition, Mahamat Déby aura des difficultés à s'associer de ceux-là. Il y a une déclaration officielle de l'opposition qui demande à ce que la situation change. On sait que Saleh Kebzabo aussi a donné de la voix pour appeler donc à la fin du coup d'État actuellement en cours. Comment c'est possible pour l'actuel président du Tchad de concilier tout cela?
Vous savez, là, vous aussi, vous avez suivi une interview fleuve de Idriss Déby. Il a dit, je voulais partir. C'est la France qui m'a dit de ne pas partir. Il l'a dit clairement. Il dit, ils ont amené des gens qui sont venus fabriquer les constitutions, tout ça, là, pour changer, là. Il dit, je voulais partir, je n'ai pas envie de rester. Mais ils m'ont obligé à rester. Il a dit dans une interview. Ce qui veut dire que la France, en détruisant la Libye, avec ses conséquences, va maintenir le Tchad dans son giron. Parce qu'on viendra, l'impact, n'est-ce pas, sur la géopolitique, sécuritaire sur la géopolitique, c'est le thème d'ailleurs du débat. Tout à fait. Mais l'opposition est dans son rôle fondamental. L'opposition ne doit pas cautionner ça. C'est tout à fait normal. Donc il faut une pression sur le fils et ces jeunes militaires-là. Parce que leur laisser la main libre, c'est dire à la France et à ces deux de faire ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle moi je comprends que des voix s'élèvent. Mais j'aimerais que les voix aussi s'élèvent pour aider à la réconciliation. C'est extrêmement important. Et je pense que du point de vue constitutionnel, ce n'est pas possible. Quand on veut être réaliste. Mais même si ce n'est pas possible, il faut que la revendication appelle la Constitution, puisque nous sommes dans une république constitutionnelle. On n'est pas... Une nouvelle Constitution qui date d'ailleurs de 2020. Voilà. Donc je crois que c'est tout à fait normal. Mais si le président de l'Assemblée nationale dit que lui, il ne prend pas, parce que là moi-même j'étais à sa place, je ne vais pas prendre. Quand tu vas prendre, tu vas faire quoi? C'est une patate très chaude. C'est extrêmement compliqué. Parce que est-ce que lui, en tant que président, les militaires vont obéir à son ordre? La peur de se faire assassiner aussi. Non, c'est pas ça. Mais qui tu vas donner les ordres à qui? Ces militaires-là? Non. Ils ne vont pas obéir. Alors donc, le problème est qu'il sait comment la gouvernance est, il sait dans quel environnement il est. S'il va là, il va se mettre à l'abattoir. Il peut être assassiné aussi, hein. Mais je crois que, vu tous ces facteurs-là, moi je pense que ces revendications-là permettront, n'est-ce pas, aux militaires, aux partis de l'opposition, etc., de s'asseoir sur la même table. De dire maintenant qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, parce que voilà la situation. Et ensemble, que tout le monde ensemble accompagne les militaires, comme ça s'est passé par ailleurs au Mali, même s'il y a des incohérences et des imperfections dans la conduite du processus au Mali, mais je crois que ça vaut mieux que cela se fasse au Tchad également, quoi. Patrick Abampoyon, aujourd'hui, au Tchad, on a une opposition qui est braquée. Saleh Kebzabo estime que nous sommes dans un coup d'État et que cela ne peut pas se faire. Est-ce que vous ne partagez pas le sentiment de ceux qui pensent que cette junte-là, elle est là pour s'installer et pour s'éterniser? D'abord, ils ont raison de crier. Parce que s'ils ne crient pas, on ne va pas les associer à la discussion. Donc, ils ont raison de protester. Mais ils ont intérêt tous ensemble, hein, la junte, l'opposition, la société civile, le peuple, à s'entendre avant l'arrivée de Macron. Hein. Ils ont intérêt à s'entendre avant l'arrivée de Macron. Parce que s'ils ne s'entendent pas localement et que c'est Macron qui va jouer médiateur, ce serait pour affaiblir le régime et tirer les cordes. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on comprenne une chose, c'est déjà acté. Il y a déjà un nouveau président pour le Tchad. Ça là, celui qui n'intègre pas ça n'a pas intégré. Il y a déjà un nouveau président qui maîtrise la situation, qui a la situation en main. Sa seule faiblesse, c'est la France. Sa seule faiblesse, c'est que la France peut l'affaiblir en laissant les rebelles venir sur N'Djamena. Et donc, pour ça, il sera obligé d'écouter la France. Maintenant, pour qu'il n'écoute pas la France et avale tout ce que les Français vont dire, il va falloir que les différentes couches de la société trouvent l'angle qui est des médiateurs internes qui agissent rapidement. Parce que le président français vient pour jouer le médiateur. Et ça n'arrange pas du tout le Tchad, ça n'arrange pas l'Afrique. Donc il faut trouver une solution avant leur arrivée. Et c'est pour ça, dans tous les pays d'Afrique, nous devons tout faire pour nous entendre toujours avant que les voraces n'arrivent pour dire qu'ils veulent jouer médiateur. Donc dans ce cas-là, les Tchadiens doivent s'entendre avant que le président Macron ne mette les pieds au Tchad.
Voilà qui est clair. Alors, non, sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, mais s'entendre, y compris Mohamed Ali. Parce qu'on ne comprend pas les revendications. Il est tchadien aussi. Oui, mais oui, on ne comprend pas ses revendications, lui. Parce que lui, il est de la rébellion. Hein. Tout à fait. Quelles sont ses revendications? C'est pour changer qu'on avait la démocratie ou bien c'est pour renverser ce régime-là? Ah, ils ont estimé que dans leur plateforme, dans plusieurs communications, il a notamment été reçu par nos confrères des RFI, il disait clairement qu'il faut appeler à un changement de ce régime-là qui tue, qui opprime et qui empêche le peuple de vivre, de manger à sa faim. Donc il faut aller dans ce sens-là. Donc c'est pourquoi, bon, ce que Patrick a dit, il faut que les Tchadiens parlent entre eux. Parce qu'en fait, cette rébellion également a une base arrière. Il a des hommes derrière. Tout à fait. Est-ce que la France n'est pas avec eux aussi? C'est une question. Je ne suis pas en train d'accuser la France. Mais cette ambivalence de la France, elle est connue. Je sais que c'est compliqué de le dire, mais cette force-là, cette puissance-là sur le terrain qui marche, qui s'impose, c'est que vraiment... Je crois qu'ils vont s'entendre. Parce qu'il y a un facteur déterminant qui est en face d'eux, c'est la paix et la stabilité du pays et de la sous-région. Je crois qu'ils vont s'entendre. Patrick Armand-Poyon, on va forcément aborder l'autre volet du débat, qui est donc la stabilité dans la région. Idriss Déby qui part... Est-ce qu'il y a effectivement des motifs d'inquiétude pour le Sahel dans une large mesure? Non. Pourquoi? Si l'homme fort de N'Djamena décide de retirer ses troupes de ces pays-là, il va mourir. C'est-à-dire, si l'homme fort de N'Djamena décide de retirer les soldats tchadiens, il sera tué, remplacé par quelqu'un d'autre qui acceptera de laisser les soldats là-bas. Je crois que, en réalité, ce qui va se passer, vous savez, Idriss Déby est un homme d'État, un homme de beaucoup de qualités, mais il est de nature têtue. Et ça n'arrangeait pas du tout les stratégies, un certain nombre de stratégies, au-delà de la France, un certain nombre de stratégies. C'est le gars, il a ses convictions propres et on ne lui arrache pas. Et en termes de stratégie, il y a des moments où il faut accepter de faire un pas en direction des autres. Donc, bref, je crois que vous n'aurez pas un retrait des forces dans la sous-région. Ce n'est pas vrai. Parce que non seulement l'homme fort de N'Djamena a besoin de toutes les couches, mais vous prenez les rebelles peuvent être armés n'importe comment. Ils peuvent être supportés par la France n'importe comment. Si l'homme fort de N'Djamena ne laisse pas une opposition trop forte contre lui, ne laisse pas une société civile trop forte contre lui, ne laisse pas une bonne partie du peuple contre lui, aucun rebelle ne peut rentrer dans le pays. Les rebelles ne profitent que de la division au plan national. Alors si les Tchadiens s'entendent et que le Tchad continue d'être le pion fort de la sécurité dans la sous-région, je crois que la France ne pourra rien contre l'homme fort de N'Djamena, même s'il arme des rebelles pour arriver. Donc tout se joue là. L'homme fort ne peut pas, il ne peut pas. S'il retire les soldats comment on appelle, du G5 Sahel, du Mali et autres, il ne va même pas concrétiser ça avant de partir. Pourquoi pensez-vous qu'il pourrait mourir? Ah, puisque son père est mort. Puisque son père est mort. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que la situation du fils devenu président est une situation délicate. C'est-à-dire que autant il est fort s'il arrive à faire les accords stratégiques nécessaires, mais il est faible s'il ne fait pas. Vous savez, si la France décide avec une opposition qui est contre le coup d'État, une société civile qui est contre, une partie du peuple qui est contre, et que la France décide de laisser les rebelles là venir avec N'Djamena, je vous assure, en une semaine, 2 semaines, il n'est plus président. Donc, il a deux choix. Soit il s'allie à la France, soit il s'allie à son peuple. S'il s'allie à la France, il sera manipulé. S'il s'allie à son peuple, il sera un patriote et il gagnera. Alors, oui, moi je crois, oui, je pense que quand le président paix à son âme, Idriss Déby, s'est engagé sur le front de traquer le djihadisme au niveau de toutes les frontières, c'est d'abord pour sécuriser le Tchad. Parce qu'en fait, regardez les frontières, les pays avec qui il partage les frontières, la Libye, le Soudan, le Nigeria, le Niger,
le Cameroun. Et quand on prend l'Afrique de l'Ouest, il y a le Niger et le Nigeria. Et quand vous dites le Niger, vous avez dit déjà le Burkina Faso, vous avez dit le Mali, et vous avez dit le Togo. C'est clair. Donc les enjeux géostratégiques sont clairs. La République centrafricaine aussi. La République centrafricaine, oui. Donc le fait d'aller à l'assaut des djihadistes et de les matraquer dans leur fief, c'est une sorte de protéger en même temps son pays. Parce qu'ils l'ont attaqué jusque sur son territoire. Il les a repoussés jusque dans les territoires des autres. Il a dit aux autres, venez occuper votre territoire que vous n'avez pas occupé depuis longtemps. Et l'armée républicaine est venue, après il est sorti. Donc c'est une façon de sécuriser aussi le Tchad. Donc la stratégie militaire, c'est de tuer dans l'œuf celui qui se prépare pour venir vers toi. Bon, donc je crois que de ce point de vue-là, évidemment, il est en train d'aider à sécuriser les pays limitrophes. Parce que quand tu sécurises les pays limitrophes, tu sécurises en même temps ton pays. Je crois que c'est dans cette dynamique-là. Mais est-ce que le Tchad, aujourd'hui, a les moyens avec toutes les exigences qu'il faut? Est-ce qu'ils auront les moyens sans les soutiens? C'est pourquoi je dis, dans cette situation, le rôle de G5 Sahel est déterminant. Parce que les chefs d'État qui savent le rôle fondamental. Parce que l'armée tchadienne, évidemment, Idriss Déby en fait partie. Il est galvanisateur. Mais l'armée, c'est-à-dire que l'homme tchadien est un homme combattant par excellence. Okay? Qui n'a pas peur de la mort. Quoi. Lui, aller au front, mourir, c'est un honneur pour le pays. C'est culturel, c'est socio-culturel. Donc, je crois que ces facteurs sont là déjà dans l'armée tchadienne. Maintenant, le problème est que il suffit que l'homme fort qui est sur la table puisse les manager et les organiser et qu'il ait un soutien. Parce qu'il a besoin de soutien financier, il a besoin de soutien technique. Sinon, quand le Tchad tombe, toute la sous-région sera embrasée parce qu'en fait, nous allons voir les djihadistes qui vont être plus aguerris, d'autant plus que nos pays là, tu vois, le Niger, il se lève, il va à moto là pour aller détruire les bases arrières. Au Mali, ils sont en train de faire des ravages jusqu'à présent. Donc le Tchad est très important dans le dispositif sécuritaire. C'est pourquoi si le Tchad tombe, ça va être une catastrophe régionale. Alors, Patrick Amanpoyon, c'est vrai qu'il y a aussi une inquiétude sur la situation sécuritaire au niveau déjà de la zone des 3 frontières. On sait qu'il y a actuellement 1200 soldats tchadiens qui ont été déployés depuis quelques semaines à peine. Aujourd'hui, Idriss Déby n'est plus là. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les terroristes? Patrick Amanpoyon? Est-ce que oui? Je n'ai pas entendu la fin. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les terroristes? Non. C'est ça que je vous dis. Idriss Déby est bon guerrier, mais têtu. Maintenant, on ne connaît pas encore suffisamment son fils, qui est aussi bon guerrier, mais on ne sait pas s'il est têtu. Donc, si en plus d'être bon guerrier, il n'est pas têtu, les terroristes ont des soucis à se faire. Les terroristes ont des soucis à se faire. Donc, dans cette situation, je vous assure, ce serait beaucoup plus une opportunité qu'un problème. Idriss Déby était très fort, mais je pense qu'il n'a pas laissé derrière lui un déluge. Au moins sur le plan militaire, sur le plan guerrier, sur le plan combat, il a laissé une équipe. Il a laissé des gens capables. Vous savez, pour le peu que j'ai entendu sur son fils devenu président, il est clair qu'il n'a pas gagné ses galons parce qu'il est fils du président. Il a gagné ses galons parce qu'il a suscité le respect des troupes, le respect des généraux, parce qu'il sait aller au front, il sait combattre, il sait défendre son pays, il sait se battre. Et je crois que c'est important et essentiel que nous puissions nous dire, s'il a les qualités du père et pas les défauts du père, ça ne peut qu'aider la sous-région. Alors, effectivement, on parle de Mahamat Déby
37 ans, déjà général 4 galons. Il coordonne la sécurité du chef de l'État depuis 2012, si je ne m'abuse. Il est allé au front plusieurs fois. On parle de lui en termes sécuritaires et militaires de façon élogieuse, mais il traîne aussi quelques casseroles. C'est lui qui a conduit l'assaut qui a donc occasionné le décès de la mère et du fils d'un opposant au cours de ce processus électoral-là. Certains estiment qu'il serait plus virulent que son père. Votre lecture du profil de celui-là qui aujourd'hui siège au palais de N'Djamena. Oui, tu sais, c'est ça notre... Il faut étudier les peuples. Hein. C'est-à-dire que quand les peuples, en les étudiant dans leur comportement culturel, c'est extrêmement important pour faire des analyses politiques. Vous savez, quand je fais parallèlement une analyse par rapport à l'Irak, on parlait de Saddam Hussein qui était tué, il enfermait les gens, mais c'est le peuple. C'est lié au peuple, au comportement du peuple. Saddam Hussein était bon pour son peuple. Hein. Quand ils l'ont enlevé, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? C'est la désintégration totale. Parce qu'on n'impose pas la démocratie dans un peuple. On accompagne un peuple à aller vers la démocratie. Et vers leur démocratie. La démocratie doit être spécifique. Ça doit respirer l'endogénité du peuple. Mais une démocratie coupée-collée qu'on amène sur... C'est ce qui s'est passé en Irak. Ils ne pourront jamais installer une démocratie à l'occidental. C'est pas possible. Tant que les Irakiens ne se parlent pas. C'est un peuple complexe. Alors, quand vous voyez la Libye également, vous voyez la Libye, la complexité de la Libye, la géographie même montre, les pays frontaliers montrent la complexité du Tchad. Et, tu vois, le social culturel tchadien, le Tchadien, par excellence, est un guerrier. Alors, il faut qu'il y ait... Quand on parle de l'homme fort, c'est au Tchad où il doit avoir un homme fort. Mais un homme fort qui se base sur la légalité. Je ne suis pas d'accord qu'on aille prendre les armes et tuer une femme, etc. Je ne sais pas les contextes dans lesquels ça s'est passé. Parce que tout le monde raconte de gauche à droite. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Mais je pense que ce jeune homme a eu ses galons par le mérite, hein, parce que sinon, ce serait une honte. Les militaires ne vont pas le regarder et que son papa lui donne les galons inutilement. Il a sacrifié sa vie plusieurs fois au niveau du front, hein, plusieurs fois. Donc, en temps de guerre, il est facile d'être général. En temps de guerre, tu peux aller et faire des prouesses, on te donne le galon de général, parce que ce que tu as fait, tu as sauvé le pays peut-être. Alors moi, je pense qu'il faut... C'est une partie sombre de l'histoire, mais je ne pense pas que cela puisse entamer réellement, n'est-ce pas, la gouvernance de ce jeune homme-là. Hein, parce que c'est une partie de l'histoire et qu'il y a des parties beaucoup plus sombres que ça. Cela n'a pas empêché le Tchad d'évoluer. Je pense que ce qui m'inquiète est que le jeune homme puisse avoir une position de dureté, parce qu'il a trouvé l'ordre constitutionnel. Il faut qu'il fasse tout pour être un rassembleur. Le rassembleur, les partis politiques, la société civile, et même tendre la main à ce monsieur-là, Mahdi Mohamed, parce que la mort de son papa est mort en martyr. Si tant est que c'est les rebelles, c'est la rébellion qui a occasionné sa mort. Il est mort en martyr, mais il n'est pas mort pour la famille Itno, il est mort pour la nation. Donc il ne faut pas que la famille en fasse un problème de famille. Parce qu'il est à la commande de l'État, il est à la commande de la nation, il n'est pas à la commande de la famille. Donc ce problème-là, c'est parce que je me réfère à ce qui s'est passé au Togo. Jules Christ Olympio a commis une erreur fondamentale d'appréciation pendant toutes ces années-là. Et c'est ce qui a retardé ce pays-là. Donc il ne faut pas que Idriss, comment dirais-je, le jeune homme, comment il s'appelle d'ailleurs Mahamat. Non, le jeune homme qui est au pouvoir là. Le jeune homme qui est au pouvoir. Au Tchad. Non, le fils d'Idriss là. Mahamat. Oui. Ah, c'est Mahamat. Mais il y a Mahamat Ali. Ah non, il y a Mahamat Itno. L'autre aussi, c'est Mahamat, hein? Tout à fait. Ali, c'est le rebelle. Bien sûr. Voilà, donc il y a une confusion. Il ne faut pas qu'il en fasse un problème de famille.
et qu'il aille dans la réconciliation, qu'il voit la nation, le pays. Il ne faut pas qu'il voit la famille. Tant qu'il voit la famille, il ne pourra pas régler le problème. Tant qu'il voit que mon papa est tombé parce que... Non, il ne va pas régler la nation. Moi, mon inquiétude se trouve à ce niveau. Patrick Amampoyon, doit-on associer la rébellion au processus en cours actuellement au Tchad? Bon, oui, mais c'est pas ça qui est urgent. C'est pas ça qui est urgent parce que la rébellion sans ses parrains ne peut rien. Donc, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Et même si Idriss Déby a été tué au front, qui a informé les rebelles de la position de Idriss Déby. Donc, vous comprenez que le problème est ailleurs. Ce n'est pas nécessairement les rebelles en tant qu'entité. Le problème que nous avons au Tchad prend l'allure militaire de temps en temps. Mais le problème n'est pas militaire. Il est un problème de nation. La nation, le vivre ensemble tchadien. Parce que si l'opposition est écartée complètement, comme ça se fait sous le père, ce n'est pas évident qu'on ait la paix. Et quand on dit opposition aussi, vous savez, un jour, l'honorable Kenzako m'a dit de lui à moi que la seule chose qui peut l'amener à sortir même d'un lit où il est malade pour sortir dehors, c'est s'il y a guerre. C'est-à-dire que la guerre est la seule motivation qui peut le faire réveiller de son lit de mort. Vous comprenez que même les opposants, ils ont la fibre de guerrier. Donc, si le peuple s'entend, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de rébellion contre le peuple. Il n'y en a pas. Il faut que le peuple s'entende. Partout où il y a rébellion, vous allez constater qu'une partie du peuple s'est associée aux rebelles. Une partie du peuple a facilité l'avancée des rebelles. Sinon, si le peuple tchadien s'unit, aucun rebelle ne peut venir. Donc le plus important, c'est l'entente à N'Djamena, l'entente de toutes les couches qui constituent la nation tchadienne. Et ça, le plus important. Et je voudrais profiter pour dire que je trouve M. Lamine très inspiré aujourd'hui avec les mots qu'il faut et l'objectivité qu'il faut. Et je voudrais qu'il ait la même objectivité, même s'il a des amis dans certains pays. Alors, Lamine Cissé, je voudrais vous demander par rapport au problème tchadien toujours, il y a comme qui dirait des différences ou des clivages ethniques qui sont assez fortes. On a l'impression même qu'au sein de l'ethnie du chef de l'État, il y a plusieurs de ses cousins, parfois neveux, qui ont pris les armes, qui sont contre lui. Celui qui a d'ailleurs perdu ses parents lors de cet assaut-là a des liens de sang avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui peut expliquer ces fortes dissensions-là au sein de l'ethnie les Agawa? La gouvernance. Tu sais, la gouvernance politique et économique, c'est les déséquilibrer. Ça crée des frustrations, même au sein de ta propre famille. Vous savez, dicter, il y a longtemps qu'il y a cette dictature-là. On est allé dans le processus de démocratie, mais un processus de démocratie qui n'est pas ouvert, qui est fermé. Voilà, c'est comme ce qui se passe ici et ailleurs, quoi. Alors donc, ça crée des dissensions. Ça crée il y a des gens dans la famille qui aiment la vérité, qui aimeraient que les choses qui ont mis le pays au-dessus de tout. Moi, par exemple, je prends l'exemple, si j'ai mon grand frère qui est au pouvoir et qu'il dicte, il tue, il fait... Mais je vais lui parler, s'il ne comprend pas, je vais prendre les armes contre lui. Parce que la nation ne lui appartient pas. En le faisant, je l'aide au contraire à se libérer. Donc je crois que... par rapport au sein de son ethnie, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec lui, la manière dont il fait. En dehors, les autres ethnies sont frustrées. Ils disent que, mais écoute, donc nous n'existons pas. Voilà un peu les conséquences, n'est-ce pas, de cette situation-là. C'est pourquoi il faut que le nouveau gouvernement tienne compte de tous ces paramètres-là. Parce que la réconciliation nationale, c'est pour baisser les frustrations. C'est pour essayer, on ne les élimine pas, mais on les rend acceptables. C'est ça, quoi. Patrick Amampoyon, baisser les frustrations passe par quel levier? Sur quel levier actionner pour aujourd'hui baisser les frustrations, régler quelques difficultés ethniques? On sait qu'au sein de l'ethnie du chef de l'État, il y a beaucoup de problèmes. Respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Parce que si on ne respecte pas tout le monde, on va former un gouvernement avec des ministres qui n'ont aucun pouvoir. Et le problème ne sera pas réglé. Respecter tout le monde. Respecter toutes les ethnies. Vous savez, les Tchadiens, ils sont de grands intellectuels. Hein?
écoutez leur langage, écoutez leur raisonnement, hein. Donc, et respectez tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Nous avons suivi en direct sur les antennes un gouvernement qui doit prêter serment et on donne un Coran à un ministre évangélique, une dame. Et on dit, il faut prêter serment. Et devant le chef de l'État, elle dit, je ne prête pas serment sur le Coran. Et le président dit, vous prêtez serment ou bien vous n'êtes plus ministre. Et on la remplace en direct comme ça. Vous croyez que dans ces conditions, on peut avoir un État? Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter. Quand on nomme un ministre et on ne le respecte pas, ses collaborateurs ne vont pas le respecter. Donc c'est ça le plus important. Sinon les assises et tout ça, la discussion, le dialogue, tout ça là, si c'est basé sur, bon, l'honorable Kezabo, tu prends 2 ministres, toi tu prends 2 ministres, tout ça, ça ne réglera pas le problème. Il faut respecter toutes les ethnies, il faut respecter tous les clans, il faut les honorer et il faut trouver les équilibres nécessaires qui permettent proportionnellement à la population que toutes les ethnies se sentent concernées dans la situation. Je voudrais profiter pour dire que lorsque M. Lamine dit, si mon frère fait des erreurs, je lui dis, et il n'est pas d'accord, je vais prendre les armes contre lui, il est en train de parler dans le contexte tchadien. Il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il veut prendre les armes contre quelqu'un. Il est en train de parler dans le contexte tchadien. Dans le contexte tchadien, on règle les choses par les armes. C'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas que lui va prendre les armes contre quelqu'un. Il ne faut pas que cette déclaration soit utilisée contre lui. Voilà qui est clair. J'ai un avocat sur le plateau. Tout à fait. Alors, par rapport au contexte tchadien, les perspectives sont quand même bonnes, aussi bien pour le Tchad que pour la région. Au finish. Non, je pense que nous sommes dans le cadre de regroupements régionaux. Nous sommes dans le cadre de l'Union africaine également. Nous sommes dans le cadre des Nations Unies. Je crois que le Tchad a beaucoup d'amis chefs d'État. Et ils ne vont pas laisser le Tchad sombrer. Parce que quand le Tchad sombre, les effets d'entraînement vont être terribles. On a la Libye qui a sombré. Regarde les effets sur nos pays. Regarde quand le Tchad sombre, ce tampon-là, ce pays tampon-là, ça va être dramatique. Et moi, j'ai bon espoir, d'autant plus que à partir de cet instant-là, on peut voir quelles sont les causes profondes de la situation au Tchad. Et quand on est jeune, le président actuellement, il est jeune. Quand on est jeune, on a plus la vision, la capacité de voir ce qu'il faut faire pour le Tchad et ce qu'il faut faire pour l'Afrique. Parce que quand le Tchad parviennent à régler le problème tchadien, même la Centrafrique est en train d'appeler à la négociation pour parler avec les gens. Ça finit toujours sur la table de négociation. Je crois que moi j'ai bon espoir. Je pense que les Tchadiens vont prendre la hauteur. La rébellion va prendre la hauteur également pour faciliter les conditions, n'est-ce pas, d'un dialogue sincère et mettre les fondamentaux de la démocratie en place. Patrick Armand-Poyon, une lecture des prochains jours, des prochaines semaines pour le Tchad et pour la région? D'abord, il faut dire que tout le monde sait ce que ça veut dire une Libye incontrôlable. Tout le monde sait ce que ça veut dire une Centrafrique incontrôlable. Alors maintenant qu'on est en train de mettre de l'ordre en Libye, de mettre de l'ordre en Centrafrique, on ne va pas laisser le Tchad exploser. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez avoir près de 20 chefs d'État qui vont aller à N'Djamena avant le week-end, non pas pour enterrer Idriss Déby, c'est des histoires, mais pour faire un sommet, prendre des décisions pour l'avenir et du Tchad et de la sous-région. Le Tchad ne sombrera pas et aucun pays de la sous-région ne sombrera pas. Bien au contraire, bien que ce soit douloureux, la mort d'Idriss Déby va être une opportunité pour faire mieux les choses dans cette zone de l'Afrique afin qu'on en finisse une fois pour de bon avec le terrorisme. Quoi faire donc au cours de ces obsèques-là? C'est effectivement votre lecture que ces obsèques-là seront une sorte de mini-sommet pour décider de l'avenir? Ce serait une occasion, il l'a très bien dit, il a très bien analysé, ce serait une occasion pour que les chefs d'État parlent avec le président en exercice aujourd'hui de la junte militaire. C'est une obligation. Il faut que les chefs d'État mettent la main dans la... Parce qu'il y va de leur intérêt aussi, hein? OK? Et ce serait une occasion parce que Macron sera là aussi. Donc, ce serait une occasion parce que les instances internationales,
les représentants seront là. Et vous n'oubliez pas aussi que c'est le président de la Commission de l'Union africaine, c'est un Tchadien. Donc, Moussa Faki Mahamat. L'enjeu est... Ancien ministre. Oui, l'enjeu est de taille. Donc, je pense que moi, j'ai un bon espoir quand même que les chefs d'État vont, dans la sincérité, trouver des solutions durables pour le Tchad. Ce mini-sommet dont vous parlez, Patrick Armand-Poyon, quel pourrait en être le contenu, concrètement? Le contenu, c'est appeler les opposants à ne pas se braquer, c'est appeler le régime à ne pas se durcir comme celui de son père dans le sens de rejeter les autres ethnies et les autres classes de la société. C'est appeler tout le monde à s'unir autour du jeune Déby pour continuer à gouverner mieux leur pays. Je crois que c'est ça. Maintenant, je voudrais que les chefs d'État de la sous-région qui vont aller n'aillent pas seulement observer la France aux manœuvres et qu'ils aient leur mot à dire pour que ce ne soit pas la France seule qui soit aux commandes. Parce que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Il va falloir que le jeune président tchadien ait le soutien de sa classe politique, de sa société civile et des chefs d'État de la sous-région pour ne pas être seul à affronter Macron et sa horde de négociateurs qui va débarquer à N'Djamena. Je voudrais aussi dire combien ça me fait rire de voir que l'Union africaine n'a pas encore suspendu le Tchad. Mais ça me fait rire de voir qu'on n'a pas pris les habitudes, les choses habituelles contre le Tchad et qu'on va aller ce week-end habiller tout ça dans un habit constitutionnel, habiller tout ça pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Attendez voir cela. C'est ce qu'on va faire parce que sanctionner le Tchad, ça veut dire que le président de la Commission africaine doit quitter son poste si le Tchad est retiré des instances africaines. Donc vous comprenez que c'est très sérieux et ce n'est pas le moment pour les intellectuels de venir faire leur théorie à Bragadabran. Il va falloir que nous puissions voir ça de très près. Dans tous les cas, le roi est mort, vive le roi, le Tchad va se sentir mieux et la sous-région va se sentir mieux. Lamine Cissé, mot de fin? Oui, mot de fin, c'est un mot d'espoir. C'est un mot d'espoir d'appeler nos chefs d'État à plus de responsabilités et ensuite au respect des institutions des peuples africains. Les peuples africains aujourd'hui aspirent à la paix et au développement. Et il faut que les chefs d'État travaillent ensemble à libérer ce continent africain, qui est un continent soumis, très riche. Il faut que les richesses du continent maintenant profitent aux populations. C'est là la source des conflits, la source de toutes les frustrations. Voilà, vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Il y avait aujourd'hui également sur ce plateau Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'avoir été là. Un débat consacré donc aux conséquences du décès d'Idriss Déby Itno, conséquences tant politiques que sécuritaires, aussi bien au Tchad que dans la sous-région et sur l'Afrique dans une plus large mesure. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.
if they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.